démolition. C'est toute notre vie qui s'en va. Voilà. C'est les beaux-parents, les parents. C'est toute la jeunesse de nos enfants, ça. C'est comme si on va recommencer notre vie. C'est dur. Dur. Ça, c'est ma cité. Elle est à cheval entre trois villes. Mon grand-père, il avait le jardin à l'Ourche, la maison à Écaudin. Et quand il devait aller aux toilettes, au fond de la cour, il disait qu'il allait à Reux. C'est trop bizarre. Il y a des hommes qui ont fait des trous dans le sol, tout tourné autour. Aujourd'hui, il y a juste une plaque de fer dans les herbes. Enfin, quand on sait où regarder, il reste quand même des indices partout. On se déplace à pied et d'ici, eh bien, on va soit sur l'Ourche, soit sur Écaudin. Et quand on est ici, on est sur le territoire d'Écaudin, sur le plan administratif. Ça, c'est une caractéristique très très forte que l'on retrouve dans toutes les cités minières. On appartient à la cité, Schneider, à la cité du quart de 6 heures ou à d'autres cités dans Écaudin. Et quand on va au centre-ville, eh bien, on dit on va à Écaudin. Donc ici, on est sur une rue qui s'appelle étrangement la cité Schneider. On a ici donc ce type de maisons particulières, donc des maisons en rue, en bar, mais qui ont la particularité d'avoir été coupées par donc des voyettes. Donc ces voyettes qui sont ici de chaque côté, et qui permettent ainsi donc de bouger, de marcher, de courir à travers la cité de façon extrêmement aisée. Et la compagnie a eu l'idée de construire ce type de bar en les brisant donc par petits ensembles, parce que la crainte était ici celle des affaissements miniers. Et donc si affaissement il y avait, eh bien on craignait donc une détérioration d'une barre complète. Donc on va à Écaudin pour le marché, qui est le lundi, mais en fait, on va aussi le plus souvent de l'autre côté, c'est-à-dire sur l'Ourche. Donc en passant par ces fameuses voyettes, on va ainsi cheminer assez facilement pour arriver sur la rue Jean Jaurès et puis ensuite sur le centre de l'Ourche, où là on va vivre, ou là où on va aller à l'école. Bonjour, ça va? Ouais, elle fait visiter. Elle fait visiter. Je suis originaire de la cité Schneider par mes grands-parents, par mes parents, qui ont donc habité au 179 de la cité Schneider. La cité Schneider, c'est mon enfance, c'est mon adolescence. Et puis, donc comme historien, je travaille sur l'histoire des mines, l'histoire de la sidérurgie. Et là, plus particulièrement, je travaille sur le centenaire de l'immigration polonaise. 1922-1923, c'est l'arrivée massive des Polonais dans le bassin minier. Écaudin a été pendant longtemps la ville la plus polonaise de l'ensemble du Donésie et sans doute même d'une grande partie du Valenciennois. Et ces Polonais étaient donc regroupés dans des cités accolées à une fosse. Et la principale cité polonaise, c'est la cité Schneider. Les parents, en 1928, ils sont venus de Pologne pour du travail. Et c'est ça qu'on a eu une maison tout de suite? Des mines. Des mines. Mon père, notre père, est venu pour ça. Donc ils sont venus déjà avec 3 enfants. Il y avait mon frère, j'avais une sœur et elle qui avait 6 mois. Et ils sont arrivés à l'Ourche. Maman s'est retrouvée enceinte du 4e. Et là, mon père travaillait déjà à la mine. Et ils ont eu un logement beaucoup plus grand à la cité Schneider. Ce sont des Polonais qui viennent de Pologne, généralement de l'ouest de la Pologne, de la région de Poznań, et qui vont aller travailler dans les mines de la Westphalie, dans les mines de la Ruhr,
en espérant trouver un avenir meilleur que le leur dans les petites campagnes polonaises. Et ces Polonais-là donc vont ensuite arriver, hein, c'est le cas de ma famille et c'est le cas d'un très grand nombre de familles à partir de 1922-1923, en répondant à l'appel donc des compagnies minières du Nord-Pas-de-Calais, principalement. Et la 101, elle s'arrête juste devant le collège de Bouchard. Il y a une dame rigolote au bout de la rue, une petite mémé avec un chien, et le dernier jardin fleuri. Elle s'appelle Madame Hante. Quand il avait fait sa journée, il ne parlait pas de travail. Toi ça va, moi ça va. Et puis c'est tout. On a fait notre journée. Il travaillait pour les houillères, mais il était ajusteur. Il ne travaillait pas au fond parce qu'il travaillait à la coquerie à l'Ourche. Tout ce qui bricolait, tout ça, c'était bien. C'était beaucoup de Polonais. Il y avait Victorine, il y avait Sophie, il y avait Jean. Ah, rien qu'à penser, je les revois. Et donc, évidemment, ça va être un élément important pour ces familles-là de quitter cette Allemagne dans cette période extrêmement troublée. Et pour la compagnie des mines de Douchy, eh bien, il va falloir aller très très vite. Parce que ces familles vont arriver en grand nombre, il va falloir les loger, donc il faut construire. Et c'est ainsi qu'on va donc construire cette cité Schneider qui n'existait pas avant. Mais les choses vont se faire avec un certain temps, et donc dans les premières années, eh bien, le carrelage ne va pas être totalement posé, l'arrivée d'eau ne va pas être terminée dans les logements, donc il faudra aller chercher l'eau à la pompe. Et puis, pour bien des familles polonaises venant d'Allemagne, ça va être un élément surprenant, un élément assez difficile à vivre, parce qu'en Allemagne, eh bien, dans les cités où ils étaient logés, il y avait déjà l'eau courante dans les maisons. Il y avait déjà l'électricité dans les maisons. Moi, ma soeur a vécu dans la maison. C'était des maisons confortables. Ça n'a plus rien à voir, là. Je comprends pas. Beaucoup de familles nous disent on était heureux et on vivait bien avant. C'est pas tout à fait juste. Ce n'était pas mieux avant. Sauf qu'avant, ceux qui vous disent ça étaient des enfants. Et ils voient ça avec leurs yeux d'enfant. Et quand on voit la vie avec les yeux d'un enfant, on ne voit pas la réalité quotidienne qui est celle des adultes. Pendant longtemps, le seul chauffage était le chauffage au charbon. Il faut chauffer pour avoir de l'eau chaude, pour faire la cuisine. Il fait dehors 20 degrés, 25 degrés, à l'intérieur, la cuisinière fonctionne. Il faut l'alimenter, parce que sinon on n'a pas d'eau chaude, sinon on ne peut pas faire la cuisine. Vous imaginez le quotidien dans ces maisons-là. On met le charbon là. Allumé. Pour mettre la chaleur. C'est comme un gaz. Si je déménage, je le prends. Hein. Fallait soulever ça avec... pour ouvrir. Et là, il fallait soulever. Et puis, il y avait un machin pour mettre les boulets. On disait les boulets. Alors, le camion est venu. De là-bas au bout, tout le monde est rentré avec la brouette. Oh là là. Bon, on était contents d'avoir du charbon. Des fois, quand mes filles étaient pas sages, tu vas aller à la cave, tu vas aller compter les boulets. Une fois, j'ai eu 2 tonnes de boulets à la cave. On l'avait pas belle, hein. On remontait de la cave, on était comme des charbonniers. Oh, bah que Moi, je ne suis pas du coin, alors. Non, non, je suis vieux. Et tous les dimanches, tous les Polonais, ils étaient à la chapelle. Hein. Elle était là, la chapelle. Oh, punaise, je vais le dire. Et papy, mamie. Il aurait été envolé comme pas deux.
c'était où est-ce que le mur il est blanc. Et là où est-ce que les appartements, c'était les jardins et les toilettes. Où est-ce que c'est pas barricadé, c'était la maison du garde des mines. Où est-ce qu'il y a le portillon vert, c'était le garde des mines. Ça n'a pas bougé, à part là. L'entrée de la fosse Schneider, c'était là. Ici, on est sur un deuxième groupe donc d'habitations avec des logements regroupés par deux, des logements un peu plus grands et tous avec donc un jardin, donc avec une partie du jardin devant la maison et une partie derrière la maison. Comme on est donc dans le territoire d'une compagnie des mines, il y avait l'obligation pour les occupants qui n'étaient que locataires, de travailler le jardin. Et cette contrainte était donc surveillée attentivement par le garde des mines qui voyait si effectivement le jardin était correctement entretenu. Cette fosse, elle a longtemps été appelée la fosse Sainte-Barbe parce qu'elle a eu en fait deux périodes, jusque donc au début du XXe. Et puis ensuite, on va l'arrêter parce que déjà à ce moment-là, cette fosse posait problème pour ses remontées d'eau. Et puis, on découvrait au fur et à mesure de l'exploitation, une de ses grandes caractéristiques, c'était la présence forte de grisou, qui s'explique assez naturellement parce qu'ici, on a un gisement de charbon gras. Et avec le charbon gras, on a systématiquement donc un risque important de grisou. Mais après la Première Guerre mondiale, il y avait un besoin important donc, de production de charbon. Et donc on va relancer l'activité de la fosse Sainte-Barbe, et comme le faisait la compagnie des mines d'Anzin, ici c'est la compagnie des mines de Douchy va donner un nom prestigieux à cette fosse. Elle va donner le nom donc du président de la compagnie des mines de Douchy, en l'occurrence Paul Schneider. Message de l'Union française des associations de combattants et de victimes de guerre. Il y a 105 ans, le 11 novembre 1918, les cloches de toutes les villes et de tous les villages de France retentissaient pour annoncer la fin d'une tragédie qui avait duré 52 mois. Oui, parce qu'il faut faire un nœud de boucher et puis un nœud ça à peu près. Oui, allô? Oui. Alors aujourd'hui, c'est la commémoration de l'armistice de la Première Guerre mondiale. C'est un peu oublié pour tout le monde parce que c'est très loin. Beaucoup de grands-parents sont plus là non plus. On parle plus de 39-45 et puis de la guerre d'Algérie maintenant. On commence à parler un peu plus de ce qu'on appelle les OPEX, c'est-à-dire les opérations extérieures comme le Kosovo, tout ça. Et moi j'y suis allé en tant que gendarme, donc police militaire. Alors là, depuis 3 semaines, vous avez vu à l'intérieur de la salle, ma femme a préparé toutes les décorations. Et moi j'ai préparé avec le traiteur le menu, placer les gens aux tables. Et puis coordonner avec la mairie le défilé et faire le discours des anciens combattants. On joue au ballon, oui, c'est ça. On montait sur le terrain. C'est ça, on montait, on faisait de l'escalade. Comme des gamins. Et puis les curés, enfin moi, ma mère, elle est croyante. Donc le curé, il venait tout le temps et puis c'était les Polonais. Il bénissait les maisons, tout ça. J'ai des grands-parents, grand-père polonais, grand-mère américaine, qui habitaient Schneider, il était mineur. Et durant sa présence à Schneider, au 71, il faisait l'interprète, il savait 8 langues. Il faisait donc les dossiers pour les Portugais, les Espagnols, les Marocains, les Polonais, les Italiens. Et il avait des relations assez fréquentes avec M. Olivier Mouton, le maire de Lourches, pour justement parler de certains dossiers un peu plus difficiles, un peu plus délicats. Il venait un peu de partout, il venait de Maroc, il venait de l'Algérie, il venait un peu partout. Des mineurs, oui. J'ai connu un qui s'appelait Saïd. Bon, on s'entendait bien, mieux que maintenant. Les gens, ils étaient plus rigolos, on allait chez les uns, chez les autres, on rentrait dans la maison, on faisait ce qu'on voulait. Ouais, non, mon grand-père était là, c'était un mineur algérien. Il s'appelait Nekash Mohamed. C'était où j'étais parti le visiter une fois avec mon collège et j'ai vu les habits de mon grand-père Nekash Mohamed. J'étais choqué, j'ai dit wesh. Et je suis rentré, je suis parti voir mon père, je lui ai dit papa, mon grand-père était déjà venu en France. Il est né en Algérie
Il a grandi ici, tu vois, au Pause. Il est venu petit, ça, il était mineur ici et tout. J'étais choqué, je dis ah ouais. Pour moi, c'était une communauté, tout le monde se connaissait, hein, du fait que tout le monde travaillait soit à la mine, soit dans la sidérurgie. Donc, et tout le monde allait dans les mêmes magasins. On avait nos magasins, la boucherie, l'épicerie, l'habillement, le café. Tout le monde fréquentait la même école, tout le monde allait à la même chapelle. On a bâti une chapelle pour la cité. Et ce qui fait qu'on se sentait dans cette cité, un peu partout dans la cité, un peu comme chez soi, en sécurité, quoi. Donc là, c'est la fenêtre qui est encore en activité, si je puis dire. Donc ils mettaient un banc là, et là c'est la cuisine qu'ils ont transformée, maintenant qu'ils ont mis une porte-fenêtre. Donc là c'est mon père, ma tante, et là c'est mon parrain. Mon père n'a jamais voulu me dire. Peut-être qu'il l'a appris là-bas en Pologne. Il savait le polonais, il savait le français, il savait l'allemand, il savait l'espagnol, il savait l'italien. Un peu l'arabe, je crois, mais j'en suis pas sûr de ça. Bah, surtout des langues, je dirais, donc européennes, qui ont rapport avec des couples ou des familles qui venaient en France pour travailler à la mine. Et ça discutait toujours, de toute façon. Quand ça passait là, il y avait toujours quelque chose pour discuter. Alors, ils avaient leurs petites habitudes, parce que certains allaient chez le boulanger. Là-bas, là, il y avait le boulanger, le boucher, là-bas. Et puis, ce quotidien, c'est le travail du mineur, avec la peur qui était portée essentiellement par les femmes. D'ailleurs, il y a un texte du poète et écrivain Jules Mousseron qui est intéressant, parce qu'il dit la chose suivante. Une femme de mineur, elle a sa cœur qui bat 2 fois. Une fois, c'est pour elle, et une deuxième fois, c'est pour son mari, qui est décardu au fond. C'est la peur, l'angoisse, parce qu'on sait aussi que la fosse Nieder est une fosse dangereuse. On l'appelait, pendant longtemps, la fosse maudite. Il y avait des accidents régulièrement, des éboulements, des remontées d'eau. La catastrophe, celle de 1952, quand même, qui a marqué les esprits. Il devait partir en retraite. Et comme les mariages se faisaient à la maison, j'avais un frère qui devait se marier avec une jeune fille, et elle n'avait pas de parents. Donc il a reculé sa retraite. Il a demandé à ma sœur qui est plus vieille que ma sœur Hélène, d'aller demander pour pouvoir faire 1 an de plus. Et donc ça a été accepté. Il a fait 1 an de plus. Et 2 jours avant de partir en retraite, il y a eu le coup de grisou. Et il est resté. Mais... il n'en est pas revenu. C'était la cata. À ce moment-là, c'était les congés, c'était les vacances. Moi, j'allais à l'école, c'était les vacances. Mon père me disait, demain matin, on va glaner. On n'achetait pas le grain. Donc, il fallait aller chercher le blé dans le... On allait. Ce qui restait sur les champs. Voilà, on prenait les vélos et on partait. Donc, moi, de la cité, avec mon père, j'allais jusqu'à Yves-Louis. Le jour de l'accident, je me souviens qu'on ne ferme pas les portes à clé. Ma mère, elle n'a jamais fermé les portes à clé. On pouvait rentrer à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, sans avoir peur qu'il y a quelqu'un qui nous arrête. Donc, ma mère ne ferme pas les portes à clé. Mon père rentrait à 6 h du matin. Et là, la porte s'est ouverte et on a crié le prénom de ma mère, Léo Caddy. Est-ce que Nicodème est là? C'était le voisin qui rentrait, qui a dit, est-ce que Nicodème est là? Et ma mère a sauté du lit. Et comme elle était en chemise de nuit, elle a couru chez le voisin et elle a entendu le voisin dire à sa femme, Nicodème est mort. Il y a eu un accident, Nicodème est mort.
Malheureusement, nous devons dire que nous n'avons pas été récompensés par la décision prise par le pouvoir. Monsieur Barre, en accord avec Giscard d'Estaing, je répéterai ce que j'ai dit à toute la presse nationale qui est venue m'interviewer et à la radio. Si on avait décidé la mort de Denain, on n'aurait pas agi autrement. C'est un véritable crime qui est commis contre cette population si laborieuse qui a toujours montré l'exemple dans le passé et qui le montre encore. Inimaginable. C'était, on sortait d'une génération qui avait vécu ça pendant 50 ans. C'était les mines, la sidérurgie. Il n'y a pas de raison que ça change. Hein. Puis bon, voilà que si, ça change, on a tout changé. En réalité, les puits de mine, en réalité, au départ, on a fait, disons, usine. Pourquoi? Parce qu'il y avait tous les puits de mine. À Denain, il y avait 13 puits de mine, 14 puits de mine. Donc il y avait de quoi alimenter, quoi. Hein. Il y avait de quoi alimenter. Mais après, on a toujours diminué le charbon, quoi, charbon. Mon père, les mineurs disaient aussi, notre génération, nos parents mineurs, disaient aussi aux garçons, moi je veux pas que tu sois un mineur. Je veux pas que tu ailles à la mine, vivre ce qu'on vit, dans le danger, dans la poussière, enfin, même si les conditions s'étaient bien améliorées, mais malgré tout, c'était un métier encore dangereux. Bon, on partait aussi en se disant, tiens, on a fait plaisir aux parents, quelque part, et puis nous aussi, on se faisait plaisir, parce que la mine, c'est vrai que ça ne nous emballait pas des masses quand même, en tant que travail. Après, comme on a travaillé vraiment la mine, les dangers de la mine, comment travailler, les enfants qui travaillaient. Mais je pense qu'ils se sont dit qu'ils avaient une bonne place maintenant. Parce qu'ils se sont rendus compte que c'était dangereux, que c'était pas un métier anodin, que les conditions de vie pour les familles étaient très compliquées. Enfin, on a vraiment travaillé sur tout ça et enfin, j'espère qu'ils ont réalisé que la vie a changé et qu'ils ont plus de chances d'être enfants maintenant. Alors les choses vont s'améliorer. Il va y avoir une rénovation donc, de la cité qui va être menée fin des années 70, qui va être difficile parce que ça va être un gros changement, mais cette rénovation va être imparfaite. Il ne va pas y avoir vraiment de suivi et les maisons vont continuer à se dégrader. J'ai grandi à Lille. Et si tu veux, ma grand-mère habitait ici, habitait dans la cité, quoi. Et donc je venais tous les dimanches avec mon père, ma mère, mon frère, et puis on passait le dimanche chez mamie, quoi. T'as même l'ancien papier peint. En fait, t'as l'ancien papier peint et t'as le papier peint qu'on a mis ensuite par-dessus le rose, là, qu'on a mis un peu plus tard. Bah voilà, du coup, bienvenue au 161 cité Paul Schneider. Le salon, enfin le salon salle à manger, quoi. Il y avait la télé là avec Vivement Dimanche, toute l'après-midi. Ma grand-mère est polonaise et mon grand-père aussi, donc ils sont venus pendant la guerre, comme beaucoup de Polonais de la région. Et mon grand-père travaillait dans les mines pas loin, avant qu'elles ferment. Donc là, tu as plusieurs époques de papier peint, tu peux retracer au carbone 14 là. Le papier peint quand j'étais petit, après on a remis celui-là par-dessus. On a l'impression que ça fait 20 ans que ça est abandonné, quoi. Quand j'étais petit, il y avait un poêlon à charbon ici, où elle faisait la cuisine là-dessus. Et du coup, mon père est né ici dans la maison. À l'époque où ça arrivait encore fréquemment que tu naisses chez toi. Et l'arbre que tu vois juste là dehors, là, le sapin, il est exactement l'âge de mon père. Il a été planté en même temps que sa naissance. Mon père était dans le coin en visite, il habite plus dans la région. Il est venu me voir, il m'a dit est-ce que ça te dit qu'on aille à la cité Schneider parce que ça va être détruit bientôt et tout, ça te dit qu'on aille voir? Je dis bah ouais, vas-y, prends la bagnole, on vient ici, quoi. Et puis ouais, on est arrivé un peu comme ça, sans trop savoir ce qu'on allait retrouver, tu vois, si on allait retrouver un tas de débris ou si on allait voir encore quelque chose. Et bon, on a vu
c'est presque intact finalement si tu enlèves le fait que ce soit complètement délabré et un peu abîmé par le temps, mais finalement tout est là, il manque juste les odeurs quoi, et puis certains détails. Mais... Je suis réalisateur vidéo, donc à mon compte, hein, et puis ouais, je suis venu faire des images ici pour un devoir de mémoire un petit peu personnel d'abord, j'avoue. Et puis bah, après, si ça peut servir à qui que ce soit, j'avoue que ça fait plaisir. Parce que bah, si ça va être détruit, c'est bien qu'il reste une petite trace, quoi. Que ce soit des photos, des images, des témoignages des personnes qui ont vécu ici, je crois que c'est assez important. Parce que bah, voilà, les images elles vont rester à vie et puis bah, ouais, ça crée un souvenir. C'était un partage. En plus, bah, oui, c'était dur, mais c'était partagé. On savait que lui, bah, il avait vécu ça, et on comprenait, il y avait de l'empathie. Il y avait beaucoup d'empathie parce qu'on savait que bah, oui, bah, là, ça peut arriver aussi. On avait le père qui était mineur, la maman, on a eu, moi à côté, j'avais eu les 4 enfants. Voilà, c'était un peu ça, quoi, de génération en génération. On se connaît c'est que comme ça, de toute façon, hein, de génération en génération. Hein. Ouais, ton grand-père, il a travaillé là. Ah bah oui, je le connais, c'est Monsieur Simeoni. Bah bien sûr. Ah, t'es sa petite fille, d'accord. Ah ok. On était comme ça. Maintenant, il n'y a plus personne qui nous dit ça. Ce qui faisait le lien, c'était le travail. Ce travail n'existe plus. Donc il faut imaginer une cité donc avec une autre organisation et il faut imaginer quel peut être le lien ou les liens fédérateurs dans la cité. Ce n'est plus le travail, alors qu'est-ce qui peut être fédérateur dans la cité? Ben, j'ai fait partie d'une association de l'école, après j'ai fait partie de l'association de quartier. Et quand j'allais avec les enfants, moi j'aime pas qu'on me dise madame. Alors tout le monde m'a appelé mamie. Et puis c'est resté, c'est la mamie de l'école. C'est grâce aux enfants de l'école. Et tout le monde suivait correctement. Là, il y a des personnes qui nous ont aidés à garder les enfants pour pas qu'ils s'en vont. On ne sait jamais, hein, parce que bon, il y avait des petits bouts de chou quand même. Hein. Ça remonte loin. Parce que moi, il y a déjà 15 ou 17 ans que je ne fais plus l'association. C'était pour recevoir des enfants. On a eu le droit de recevoir les enfants, mais avec la jeunesse et sport. La couture, la cuisine, on apprenait aux mamans maghrébines de parler français, puis de savoir écrire. Puis je dis, il faut aller voir surtout les gens, il faut aller vers eux. Chose qu'eux n'osaient pas. Tout le monde s'est remis dans son coin. Et ça, il faudrait essayer d'en sortir. Seul, la solitude. Parce qu'on ne s'intéresse pas à nous, on est dans l'oubli. Moi, mes cartons, ils sont préparés en haut. Le problème, c'est quand je ne vis pas en haut. Hein. Donc, en bas, j'ai laissé tel quel. Je fais quand même. On a débarrassé quand même pas mal de choses, parce que bah, il faut débarrasser. Ben, ils sont obligés de mettre 3 personnes sur le logement pour dire que c'est la commission qui va décider. En fonction du salaire ou de la retraite ou quoi que ce soit que vous percevez, ils vous acceptent ou pas le logement que vous avez demandé. Donc là, le logement qu'on a demandé, il passe en commission aujourd'hui. On aura la réponse. 3 personnes dessus là. On est 3 personnes à chaque fois sur le logement. Je pense que les travaux, ils étaient là depuis bien belle lurette. Ils nous ont prévenus un peu tard, je pense. Il fallait que ça aille vite pour certains, parce que moi, j'ai pas d'enfants. Donc, il y en a d'autres qui avaient des enfants et ça a été plus vite pour les reloger.
On se dit que du jour au lendemain, il y a quelqu'un qui va frapper à notre porte et qui va dire voilà, votre maison, il faut s'en aller, quoi. Sauf que pour l'instant, on se maintient. Mais quand on ouvre la porte devant, c'est vrai que c'est triste. C'est triste, moi j'ai connu, c'était vivant. Il y avait des voitures, des enfants, ça jouait au ballon. Et dernièrement, ça m'a fait quelque chose, parce que je me suis arrêtée dans la rue, et sur le mur qui joint ma maison, parce qu'elle a été abattue, la mienne, il y avait la tour Eiffel. Mais écoutez, alors là, le symbole, je dis, oh purée, le symbole, c'est comme la tour Eiffel chez moi. Il y a eu une réflexion qui a été portée au niveau national avec un premier rapport qui s'appelait le rapport Subilo, qui a engagé cette démarche de réflexion à l'échelle de l'ensemble du bassin minier et dans son patrimoine. Là, on est sur un quartier intercommunal, donc c'est vrai que c'est un quartier qui est lié sur 2 communes, donc ça c'est quand même une spécificité de jouer sur plusieurs communes. Il y a un terri qui est à proximité, donc un espace de nature, et puis on a aussi à faire un choix avec le bailleur Maison et Cité de rénover par l'extérieur. Dans la majorité du patrimoine qui est rénové, c'est des rénovations par l'intérieur. Donc là, le fait de le faire par l'extérieur, ça permet aussi de donner une autre image et d'essayer de voir un peu les impacts par rapport aux produits logements, en fait, comment les futurs habitants aussi vont se projeter dans ce logement. Est-ce qu'ils vont faire le lien avec l'histoire minière du quartier? Ce sera intéressant de voir si ça change l'image aussi du quartier, en fait. C'est un pari. Je pense qu'elle arrive trop tardivement. Et elle nécessite donc des choix. Elle nécessite donc la démolition des maisons en barres, même si ce sont des barres non jointives. Et puis donc une réorganisation de l'espace complet. La disparition en quelque sorte aussi de ce qui faisait l'âme de la cité. Aujourd'hui les choix sont faits. Attendons. Quand mes parents se sont mariés, ils ont déménagé du Pas-de-Calais, ils sont venus habiter ici. Mon père travaillait pour les mines. Donc comme il était remonté de la fosse, il travaillait au four à coke à l'Ourche. Ça doit être celle-ci. Moi j'ai pas vécu, mais ça doit être celle-ci. J'ai encore des photos de mon père devant le mur en train de rentrer le charbon. À part les maisons telles qu'elles sont comme ça, situées, ça a gardé un petit peu de son charme parce que c'est resté en briques. Je préfère la 2 chevaux, moi, quand même. Oui, non, mais j'ai dit on peut pas passer, c'est bouché. Comme toi. Moi, je me considère pas comme un ancien, quoi, parce que j'ai que 65 ans. Mais parce qu'ils existent encore, les mineurs, qui ont travaillé en même temps qu'au CRI ou bien quoi. Bon, il y a encore des vieilles familles, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Et ils verraient la cité comme ça, je suis pratiquement certain, les gens, ceux qui sont partis, hein, ceux qui sont restés, ils ont pris l'habitude de le voir un peu en mesure, mais ceux qui sont partis avant, mais je suis pratiquement certain, ils pleurent. Hein. Parce qu'ils sont partis, en laissant la cité dans l'état où elle était avant, c'est-à-dire quand ça allait bien. Mais ça sera bien. Moi aussi, je pensais que ça allait pas être terrible, puis finalement, c'est pas si bien, c'est pas si mal que ça. J'aime bien comme ça les maisons. C'est pas si mal que ça. Je préférais en pleine brique, en pleine... les briques comme c'était avant, quoi, mais... En espérant que ce soit bien fait, que les travaux soient correctement... D'extérieur, ça fait beau. De toute façon, je l'ai toujours dit, hein, même quand celui du conseil général qui a passé tout ça, il me dit vous êtes zen. Je dis pourquoi qu'on va paniquer? De toute façon, ça sert à rien, il faut les faire. Donc en fait, cette maison-là, c'est ma maison. C'est votre maison, oui. D'accord.
Bah déjà là, c'est quand même plus agréable de voir, bon là, quand même, les murs ils sont propres. Avant, il y avait beaucoup de peinture, beaucoup de tapisserie, tout ça, donc il a fallu brosser, il a fallu enlever tout. C'est plus isolé. On m'a mis dans une maison tiroir dans la rue de Senel. Bon, j'étais pas loin de la maison de ma maman, ce qui m'arrangeait parce que tous les jours j'allais chez maman pour pouvoir la laver, tout ça, avec ma soeur. Moi j'avais trop l'habitude ici, puis bon, on a chacun ses petits trucs. J'ai plus de voisins, mais c'est triste. Il n'y a plus personne. Hein, José? Viens, monsieur, il te prend en photo. Tu veux? Ah, ils ont commencé à passer. Pas du tout. Il y en a quelques-uns qui sont vachement bien tenus. David, il y en a un qui habite un peu plus loin sur la droite, David. Des enfants ou des petits-enfants qui habitent encore là et qu'on vient leur arracher le cœur de leurs parents, c'est quelque chose qui est dur. Et même qui se sont amusés à grimper dans l'arbre, par exemple. C'est quelque chose qui est compliqué. Enlever, moi j'appelle ça enlever la vie. Il fait réagir très vite, il réagit très vite, mais il bouge pas. J'en parlais à Jamel. J'habitais encore là, mais je dormais plus. C'était sur le papier que j'habitais là. J'habitais plus là. Entre le vendredi et le lundi où il y a eu l'état des lieux, ils sont rentrés, ils ont tout pété. Ça fait une dizaine d'années que je suis sur l'Ours. Donc j'ai rencontré des voisins ici, on a fait connaissance, ils m'ont parlé des conseils citoyens et autres. Là j'ai vu de la tristesse dans ces personnes-là, que je connaissais à l'époque où ma maman les connaissait aussi. Et c'est là que ça m'a fait un coup de blues. Et puis ben, j'ai dit, merde, du coup je me suis investi complètement dans Schneider. Les choix de la cité, quand je vois ces gens qui sont co-résidents, ou même les gens qui sont partis et qui ont perdu aussi pas mal de leurs souvenirs, de leurs biens matériels ou autres, c'est vrai que c'est dur. Et puis il y a encore certains résidents à Schneider qui ont des difficultés aussi pour partir. Ils ne veulent pas, eux c'est leur chez eux. Hier on avait encore une réunion avec le conseil citoyen, on en parlait contre ces gens-là. C'est vrai que le jour où ils vont partir, je me demande s'ils vont survivre à ce départ. Leurs parents, leurs grands-parents, eux-mêmes, leurs enfants. Alors, je ne sais pas ce que ça va faire. Je peux presque ne pas être là quand on va les forcer à partir. Oui, le temps est long et le temps est très long pour les habitants. C'est vrai qu'on se met à leur place. Ils vivent dans un chantier depuis un certain temps avec le programme de Médrocité de rénovation des logements. Et aujourd'hui, nous, communauté d'agglo, on vient en chantier sur l'espace public. Donc, même dans les rues où Médrocité a terminé son intervention, il y a encore des chantiers qui vont démarrer. Mais c'est quand même assez général dans tous les projets de renouvellement urbain. On doit respecter des réglementations, permis d'aménager, dossier loi sur l'eau. Donc c'est vrai que tout ça prend du temps. En fait, c'est la dame d'à côté. Ah. Ils ont fait celle-là, elle est venue 4 mois ici. Et là, elle vient de redéménager la semaine dernière. Lundi, elle a rendu les clés lundi matin. Lundi matin, j'ai eu les clés. Voilà. Oui, parce qu'ils ne veulent plus laisser les maisons toutes seules parce que le cuivre est fait. Du coup, lundi après-midi, camion, tout, on a tout fait. Lundi et mardi, on a tout amené. On vit dans le quartier depuis presque 33 ans. Ma grand-mère habitait pas là, la première maison. Donc, et nous, on habitait rue de Lorraine, derrière les rails. Donc, on passait des rails et on passait notre temps dans Cité Schneider.
On a trouvé du monde parce qu'on ne pouvait pas déménager un week-end, donc on a eu les clés le lundi, en sachant que si les maisons étaient bien souvent cambriolées, les neuves. Il y a quelque chose qu'on a vécu là, quoi. On a eu une fille là, parce que les deux autres étaient en Champagne, mais je veux dire, on a eu une fille là, c'est la naissance de notre fille qui était là, quoi. C'est quand même une partie de notre vie, quoi. Oui. On a peut-être fini notre vie là-bas. Je crois. Mais c'est un bien quand même, c'est un bien quand même. Dans l'échange, c'est pas plus mal. Ça commençait à être à vieillir, à se détruire, on va dire. On le voyait, hein, au fur et à mesure. Hein. Il y a 71, alors je sais pas si c'est remarqué, il me semble que c'est marqué 71 dessus. Je sais pas s'ils ont changé les numéros ou quoi. C'est la cuisine avec l'escalier. On pouvait s'asseoir l'été là, mais ça servait de temps en temps aux gens qui venaient pour leur dossier, parce que là vous aviez deux fenêtres. Vous aviez la fenêtre de cuisine, la fenêtre de salle à manger, et devant il y avait des bancs. C'était la salle d'attente l'été. Vous n'avez pas les clés, s'il vous plaît? Allez chercher, s'il vous plaît. Je vous explique, c'est la maison de mon grand-père. Moi, j'ai connu je suis de 55, donc j'ai connu à partir de 57 à peu près, quoi. Et là, on voyait le terril un petit peu là-bas au fond. Et il y avait le deuxième terril qui était en face de l'école Schneider. C'est des maisons quand même qui tiennent debout. Hein. C'est pas du n'importe quoi. Maintenant, peut-être regarder un couple comme ça, là, de l'ancien temps, avec des personnes qui sont un peu âgées comme moi, pour dire de continuer à perpétuer un petit peu ce souvenir. Mais de changer, je trouve que c'est naturel, c'est normal. Il ne faut pas non plus... Quand on est ici, c'était pour passer la journée, c'était en famille. C'était notre espace vert, c'est notre bien. On avait notre jardin aussi en tant que les légumes, tout ce qu'on a tout arrêté. Bon, ici, on ne peut pas se permettre de le faire, mais je veux dire... C'est un manque aussi. Puis les animaux sauvages qui étaient là avec nous. On est beaucoup nature. J'avais ici 17 fruits différents. Pommiers, vignes, poiriers, pruniers, mirabelles. Enfin plein de choses qui servent à la nature, qui permet aux oiseaux, comme à nous, hein, de toute façon, d'en profiter parce que tout est cher. Derrière, juste derrière, là où j'ai les ruches maintenant, c'était la basse-cour, voilà, avec les lapins, les poules, les canards, j'avais un bassin, j'avais tout un tas de choses. Ce qui est très ennuyeux aujourd'hui parce qu'on ne sait pas trop où ce projet va finir par rapport aux arbres. On a des écureuils qui viennent. On en a 7 au total qui viennent ici de façon régulière. Ils viennent dans les mangeoires, là, juste dans les sapins derrière. Ils viennent chez moi, ils viennent dans mon sapin là. Donc il y a de la vie. J'ai vu des oiseaux, mes anges à longue queue, mes anges rémises. On a eu une biodiversité que je n'ai même pas vue dans un milieu dit sauvage. Et comme aujourd'hui, on ne sait plus trop où on va, je me suis lancé, oui, comme je le disais tout à l'heure, il y a 3 ans, dans l'apiculture. Donc là, j'ai 5 ruches qui sont là, qui sont toutes actives. Donc là, on a des essaims qui sont resserrés pour maintenir la température de la ruche. Et je vous dis, j'ai habité 21 ans dans 25 km de bois et de marécages. J'ai jamais vu ces animaux comme je les vois aussi bien ici. Ici, on a énormément de mésanges bleus, on a énormément de mésanges charbonnières, on a du verdier, on a plein d'oiseaux intéressants. C'était une cité qui était réputée même dangereuse, à un moment donné. Dangereuse. Moi, je me rappelle, en 95, il y a eu pas mal de petits conflits ici. J'ai voulu faire comprendre qu'on était retiré des quotas, on était un petit peu abandonné, c'est ça qui est le pire. Alors qu'on a un très, très beau territoire, on a le terrier à côté, on a un parc. Ce que j'ai trouvé bizarre ici, c'est qu'avant, que tu passais ici, tu entendais les chardonnerets, les oiseaux siffler. Là, tu n'entends plus rien. Depuis. Avant, tu avais pas des rondelles. On mettait des bouteilles mettons, des bouteilles de champagne ou des bouteilles en haut du terrier pour s'amuser à les tirer. La 22 maintenant, tu ne fais plus, à 22. Ouais. Mais il faut plus faire maintenant, parce que s'il y en a qui se promènent, ils se prennent Puis c'est interdit. Ouais. C'est interdit d'acheter des armes si tu n'as pas le permis. Ah, oui, oui. Avant, c'était pas boisé, c'était... ça faisait partie d'Usinor, donc c'était pas protégé, mais... Oui, avant, il n'y avait pas tout ça ici, il n'y avait pas tous les arbres, c'était bien... De cuvées, enfin, je sais pas comment on appelle ça, ça fait comme des trous, tu sais.
Il y avait les chemins de terre, ils passaient pour certainement pour mettre les déchets sur le terri, tout ça. Mais il y avait deux passages qui étaient entourés de plaques. On n'arrivait pas à passer au-dessus des plaques, quoi. Mais... Et avant, tu voyais partout. Quand tu étais en haut du terri, ce qu'il y avait en bas du terri, c'était des champs. Ouais. Donc les gens, il y avait un fermier, c'était les terrains qui appartenaient aussi aux habitants. Mais on ne peut plus, mais il faut refaire quelque chose. Mais ce serait dommage de tout remettre à zéro. Je ne sais pas si il est encore là le terri. C'est là. Il y a une partie, ils ont arrêté quand... De là, on voyait toute la cité. Tu vois encore quand tu montes. Il y avait neigé, c'était tout blanc, et bah tiens, c'était l'occasion d'aller voir un peu qu'est-ce que ça donne vu d'en haut, là, la cité sous la neige. Et donc avec un ami, Max, on est parti là-haut avec l'appareil photo, on dit on va faire des photos, la cité sous la neige. Et puis voilà, on est monté, on a chahuté un peu là, et puis voilà, les photos elles ont été prises comme ça, au hasard. Tiens, j'arrivais, j'étais en train de finir la montée, tac, ça a été immortalisé. Moi, nous, c'était le symbole, ça représentait tous les anciens mineurs, ça représentait mon père, ça représentait son père. C'est l'accumulation d'un travail difficile et puis l'interdit, parce que moi, j'avais pas le droit de monter sur le terri. Donc, c'était le truc, c'était le gros truc qui était devant nous. Et c'est vrai qu'il marquait toute notre image. Les cités étaient comme ça, juste à ses pieds, comme si on était en adoration. Le terri, oui, là, tout au bout. Moi, j'aimais bien. C'était l'hiver, il y avait la neige, c'était la montagne. Et donc, on descendait le terri sur des traîneaux improvisés qu'on allait exploiter. Voilà, c'était le terrain de jeu. Quelque part, il veillait sur nous, là. Il était au-dessus de nous, il faisait partie, c'était le décor. Hein. C'était vraiment on ne pouvait pas le contourner, quoi. C'était le repère, c'était le totem. Par exemple, les terris, pour eux, c'était une petite montagne, c'était là. Donc se rendre compte que c'était tout ce qui avait été creusé et que ça s'est retrouvé à l'extérieur et que c'était grand, puis qu'ils en avaient finalement autour d'eux, ils ont du mal à imaginer, c'est dur de se projeter sur le passé. À Schneider, moi au départ je ne connaissais pas trop bien Schneider, mais je me rappelais souvent que quand ma mère habitait là, à Lourdes, on allait souvent sur le terri là-bas derrière. Mais étant donné qu'on faisait souvent nos réunions donc, au Nouveau Regard à Schneider, moi Paulette, je ne connaissais pas, je ne savais même pas qu'elle était présidente, rien du tout. Puis on a rentré en amitié, comme Jean-François ou autres membres du Nouveau Regard. Donc d'un autre côté, je dis tiens, ça bouge pas mal à Écodin au niveau associatif. Je me suis mis membre de l'association. Puis je m'y trouve bien, quoi. C'est pas parce que je suis résident lourgeois que je vais pas dans une autre association. Donc, ça c'est bon. Ça c'est bon. Ça, attends. Ça fait 2 fois pour moi. Bah oui. Il n'est pas trop produit qui est français. On a fait le Noël des enfants, où nous avons distribué des jouets d'une valeur quand même raisonnable, entre 25 et 30 € par enfant pour 40 enfants. Je suis née à la cité Alsace, donc à la cité qui est juste située au pied du terri de la fosse Audifré-Pasquier, donc du côté nord d'Écodin. Alors cette association a été créée dans les années 90. Je pense 94, mais je ne suis pas sûre. Ils ont fait des tas de choses, des voyages, des animations, et puis un jour, des personnes démissionnent,
Et l'association se met pratiquement en stand-by. Donc Jean-François Couchet, son épouse Evelyne et Philippe ont malgré tout continué à venir tous les jours de la semaine ici à l'association pour la maintenir en vie. Et puis un jour, je me retrouvais à Caudin et je rencontre monsieur Arnaud Sénéchal qui travaillait à l'époque pour l'Observateur du Valenciennois. Il faisait des photos, il m'a demandé d'être sa main, donc j'écrivais les textes. Et pour ça, donc, on allait sur tous les événements sur la municipalité. Et j'ai fait connaissance donc, des élus. Et un élu, M. Jean-Charles Véry, a pensé à moi pour cette association-là. Donc, on me l'a demandé, je me suis retrouvée catapultée présidente de l'association. Les gens qui peuvent venir, ce sont les gens du quartier, les habitants du quartier, les adhérents actifs aussi, qui ne sont pas forcément du quartier, mais ils sont très actifs. Donc l'idée venait d'Anderson, qui avait envie de faire un temps fort sur le quartier, parce que le quartier n'était pas animé, il ne se passait rien dans le quartier. Donc ça, c'était important pour eux. Et puis, comme les habitants souffraient aussi beaucoup à cause de cette réhabilitation qui est en cours, ça leur a fait beaucoup de bien. Donc on a pensé à faire ce temps fort-là en septembre, juste après la rentrée scolaire. On a vu passer 400 personnes et ça a bien fonctionné en fait. On est quand même un groupe de plusieurs jeunes, on s'amuse, on rigole, c'est notre passion. Les gens ils aiment pas parce que nous on doit passer par la route, sinon il y a par là-bas, mais ils ont mis des cailloux pour plus qu'à passe, donc ils ont bloqué une sortie, donc on doit que rentrer par au bout de la cité, du coup on dérange plus les voisins qu'autre chose. Oui, non, mais ils passent là, on passe pas par là. Ça en voiture, on ne peut plus passer. Oui, mais on ne peut plus passer en voiture, mais le chemin de promenade existe encore. C'est là d'ailleurs qu'il y en a qui se retrouvent l'été pour faire du quad de la moto, et où il y a 1 an et demi, il y a eu une descente de police avec des hélicoptères. Pour faire un anti-rodéo, mais ça fait partie du truc. Dans le temps, on avait des mobilettes, on faisait ça avec des mobilettes. La mobilette, ouais, parce que tu n'avais pas de moto à vitesse. On n'avait pas de moto, mais il y avait ça. Pour monter un shotpad, il fallait pédaler pour le... Mais, ouais, non, il n'y avait pas de tout ça. Quand ils ont commencé à refaire le parc, il y a 30 ans, ouais, 35 ans, ici, c'était propre, c'était bien fait. On disait ça va tenir, et puis finalement, ça a duré 15 ans. Puis après, c'est devenu... ça t'est laissé un petit peu à l'abandon, ça poussait n'importe comment. Et... il n'y avait rien ici, il n'y avait rien du tout. Hein. Ils faisaient du cyclocross ici. Et puis pour les enfants aussi, quelque chose de... Parce qu'actuellement, il n'y a pas grand-chose, à part un City Stade qui est là pour être là, mais quelque chose de plus... des tables de ping-pong, un petit stade de basket, enfin comme on fait comme aujourd'hui, quoi. Là, ils n'ont rien. Donc c'est un peu... à part des tours de vélo, mais ils n'ont rien pour s'amuser. Il n'y a pas de truc pour les jeunes, pour les divertir. Il y a les jeunes et il y a aussi ceux-là pour le travail aussi. Il y a beaucoup de jeunes dans le carreau en fait, ils sont au carreau, ils ne bougent pas. Alors qu'ils ont plus cru en nous en fait. On peut dire qu'ils ont, nous, Lourches et Schneider, je vous parle des deux, ils ont presque plus cru en nous, ils nous ont laissés à côté. Et puis la jeunesse, ils n'ont rien, ils n'ont pas grand-chose, il n'y a pas grand-chose. Hein.
Sylviane, elle habite à Cannes. Marie, elle habite dans l'Hérault. Là, c'est Véronique. Elle habite là derrière, et là, c'est moi. Ouais. Et là, c'est des petits-enfants. Et vous habitez où? Je viens de Nain et j'habite à Lourges. 3 novembre, 98 ans. Et je ne peux pas dire toutes ces dates parce que j'en ai plus. J'ai travaillé, j'ai cherché du travail. J'ai pas de salaire, j'avais rien. Donc j'ai cherché du travail. J'ai travaillé pour les ingénieurs. Elle a travaillé à la caisse d'épargne de Lourges, Coquerie, et elle faisait les ménages en face de la pharmacie des Mines. Il y a un grand château. C'était le docteur Dubois, et elle faisait le ménage chez le docteur Dubois. C'était grand la Coquerie. Hein. Il y avait des grandes vitrines, comme au dispensaire, il y avait des grandes baies vitrées. Ça aussi, si je faisais ça. Bah, déjà, Marie, il faut aller à le Coquerie. Mon Dieu. Quand j'arrive à le Coquerie, on ne voyait pas les voies gorges, je ne voyais rien. Mais horrible. C'était horrible d'aller travailler là. Et ils font du coq. Ils font vraiment le coq pour les hauts fourneaux. Donc, on allait récupérer le coq, les usineurs, et on reprenait tout. Voilà, c'est ça. Et moi, je m'occupais de tout ce qui était chauffage pour chauffer. Parce que pour fabriquer. Moi, je faisais pas le coq, hein, je m'occupais de tout ce qui est... De la machine qu'il fabriquait. La machinerie, quoi. Mais alors, quand il fallait le coquerie, je dis, mon Dieu. Alors, tu sais, on dépannait très vite. Hein. Tu sais, nous, on traînait pas. On nous vole trop, on est là au fond, on essaie de réparer tout ça, puis on refermait le truc devant filer. Là, on est dans un espace de vie sociale, dans la main à Lourges. C'est sur l'entraide, la cohésion et la solidarité. Là, aujourd'hui, comme vous avez vu, il y a la table d'hôte, c'est avec intergénérationnel. Ça te manque donc. Ça manque. Ouais. Ça fait du bien de rentrer aussi, ça. Les trucs sociaux, les papiers qu'on n'arrive pas, pour les démunis du linge, pour les gens qui sortent seuls, qui viennent boire un café, passer 1 heure. C'est un repas, c'est un partage. En fait, c'est un repas partagé. C'est la chef de cuisine, c'est Cécilia qui est agent d'accueil ici. Et sinon, c'est avec les bénévoles de l'association. Et c'est avec les bénévoles et aussi ma collègue Mirelle qui s'occupe du jardin. Le jardin associatif, ça existe depuis 1995, hein, depuis la création de l'asso. Mais c'est récemment que là, on l'a rénové et que en fait, tout est réutilisable. Même les bancs, là, c'est des choses réutilisables de la mairie qui nous donne les services techniques. Il y a un besoin, surtout. Il y a vraiment un besoin. Parce que c'est comme tu as dit, c'est une petite ville et c'est beaucoup de personnes isolées. Alors ça leur fait du bien. Une journée ici, c'est convivialité, je dirais. Parce que c'est souvent, surtout la matinée, il y a ceux qui vont à l'école, qui ramènent les parents qui ramènent leurs enfants à l'école, ils passent toujours à l'association pour boire un petit café et qu'on discute et qu'on démarre la journée comme ça. Ils ne sont pas encore à l'âge de lever les yeux et de regarder ce qu'ils ont autour d'eux. Donc eux, ils sont là pour jouer. Ils sont là pour jouer, pour être avec leurs copains, pour passer des bons moments. Et ils ne repèrent pas forcément les éléments qui sont autour d'eux. Donc c'est important de leur montrer que si leur quartier en arrivait là, c'est parce qu'il y a une histoire. Et en plus, une histoire qui était très riche et qui a subi beaucoup de transformations tout au long des décennies. Enfin, on n'en arrive pas là sans rien, en fait. L'année dernière, on a justement travaillé sur le patrimoine minier parce que comme la réhabilitation avait commencé, on savait que tous ces petits éléments d'histoire allaient disparaître. Du coup, toute l'école s'est mise à travailler à différents niveaux sur l'histoire du quartier ou même l'histoire en général des enfants et l'évolution des objets. Et donc, on est allé dans le quartier à la recherche d'indices sur l'histoire du quartier et surtout du patrimoine minier. Ma classe a créé une randonnée avec des questions. Et on a invité les 6e du collège des Codins participer à cette randonnée. Donc ils ont dû chercher les indices, essayer de trouver quelle était leur signification. Donc entre l'estaminet, la maison qui fait l'angle, il y a l'estaminet, il y avait la plaque de la mine Schneider. On a travaillé aussi en histoire sur qu'est-ce que la mine, parce que finalement ils ont des indices mais ils ne savent pas ce que c'est. Et ils ne savaient pas non plus que leur maison s'appelait des corons. Donc on a travaillé sur les types de maisons. Et on a regardé aussi sur internet
sur Géoportail à quoi ressemblait l'école avant et ce qu'il y avait devant. Il y avait un terri devant et ça a été impressionnant pour les enfants parce qu'ils ne se rendaient pas compte que finalement, il y avait tout ça. C'est un quartier qui, il faut faire ses preuves, il faut montrer qu'on est là pour les enfants parce qu'on est là pour les instruire et qu'on doit véhiculer une certaine culture, mais en même temps, si on veut que ça fonctionne, c'est un travail d'équipe, donc en fait on ne peut pas le faire sans les parents et pour ça il faut discuter avec eux. Et ils ont besoin de ça dans ce quartier-là. Je ne dis pas qu'on est essentiel, mais ils ont besoin de sentir qu'on est à leur écoute quand même. Pour ce quartier, moi j'aurais dit quoi? Des trucs pour déjà les mères de foyer. Des associations, beaucoup d'associations. On en crée 3, 4. Il y en a une à main dans la main, parce qu'il y a beaucoup de mères au foyer ici. Ça veut dire les mères, comme ça, ils sortent et ils s'amusent. Après, il y a les enfants, ils font un truc de quartier jeune. Voilà, ils s'amusent, ça, ils rentrent. Ils vont pas toucher ni à la drogue, ni à l'alcool, rien du tout de ça. Rien du tout. Ils vont être sages. Et de là, on pourrait dire que Lourges et Coda et tout, c'est une ville sage. Et là, il y aura beaucoup de personnes qui vont sortir, ça va ressortir la joie de vivre. Et je sais que des fois, il y a des enseignants qui me disent « Ah, tu travailles ici ?» Oui. Mais c'est très bien ici. Voilà. Et on y restera. Donc c'est important. Je pense que parce qu'on fait partie du quartier de toute manière. On peut pas mettre un mur entre le quartier et nous. On en fait partie. Plein de soupçons, de gentillesse, qui fait que voilà, je ne perdrai pas non plus ce côté humain de cette cité, parce que malgré tout ce qu'on peut dire, il y a eu des bonnes personnes comme des mauvaises, il y a eu des bons moments comme du mauvais moment, mais voilà, dans la totalité, ça a toujours été... Ouais, l'esprit, comme je disais tout à l'heure, l'esprit d'entraide, d'aller vers les gens, d'aider son prochain, quoi. C'était cet esprit-là. Là, faut que ça revienne. Si j'arrive à sourire, pourquoi mon cœur se ferme-t-il? Faut que j'arrive à m'ouvrir. La vie est courte, moi je perds le fil. Un jour on va mourir, un jour on va taille. J'ai eu beau souffrir, demain ça ira peut-être mieux. Si j'arrive à sourire, si j'arrive à sourire, si j'arrive à sourire, demain ça ira peut-être mieux. Si j'arrive à garder le smile, c'est que le bonheur je le trouve ailleurs. J'ai les yeux Liverpool, Bayern, j'fly, les yeux rouges, mes habits ont l'odeur du pilon. On se voyait les rois tenir le guidon, marcher à 3 sur un fil. Hey, aujourd'hui je me lève à 6 AM, je porte ma rancœur à 6-7N. Ils me séduisent, je les aime pas vraiment, mais mes démons ont fixé le date. Grande pénurie, j'importe l'espoir, merde c'est facile de tout claquer. Ce monde lui a mis plus d'une raclée, maman a les épaules à Brock Lesnar. La déterre à Rock Lee. Royal, c'est pas Brooklyn. Nous on va partir en... Il y a un petit café pour moi. Un petit quoi. Ouais, un tout petit. Voilà. Pendant le déménagement, ils prenaient le meuble, c'est pareil. Pas un oiseau, pas un moineau. C'est parce qu'il y avait plein de tout. Ils sont pas habitués. On voit que faut qu'ils s'habituent, qu'ils voient. Là, ils viennent, des fois je suis dans l'allée là. Ça les gêne pas, ils mangent. Non. Tourelle, c'est pareil. Faut attendre. Alors c'est des gens... Alors, pour l'instant, les tourterelles et les oiseaux, ils suivent. On va bien que tout le monde se mette bien d'accord qu'on va montrer à la ville des Codins qu'on a un beau quartier et un quartier qui tient debout. Aujourd'hui, la commune, je ne pense pas qu'elle nous regarde comme ça. Quartier Schneider, je vous dis, c'est la réputation. Avec un nouveau quartier, ce qu'on aimerait bien, c'est d'avoir un petit peu plus de relations avec les gens maintenant. C'est pas une cité qui fait des habitants, c'est les habitants qui font la cité.
Et il y aura ce que vous faites qui va rester pour que ceux qui veulent pourront consulter pour se souvenir. S'ils pouvaient faire en sorte que ça reste quand même malgré tout un lieu de rencontre, travailler pour que les gens continuent à se voir sur... Nous, à l'époque, on avait la fameuse place, là, hein, qui aujourd'hui, les deux corons là, sont démolis, ils arrivaient sur la place. Hein. Bon, je ne sais pas trop comment ça va être reconstruit tout ça, mais voilà, s'ils peuvent reconstruire quelque chose qui fait que les gens se fréquenteront. J'espère que déjà qu'on va réussir à faire l'ensemble des travaux qui sont prévus dans des calendriers qui sont raisonnables, voilà. C'est-à-dire 2027, que les habitants soient fiers de ce quartier, que les travaux qu'on va livrer, ils en soient satisfaits, que leur cadre de vie réponde à leurs besoins et que ça améliore leur habitat, quoi. On se mettait sur les pelouses, il y avait l'après-midi, on faisait des parties de boules, puis des parties de rigolade surtout des parties de rigolade, avec les voisins, avec tout ça. Ça a disparu un petit peu. Pourquoi? C'est la nouvelle génération qui arrive derrière. Ils n'ont plus le temps de rigoler avec nous. Ils sortent. Je pense que c'est tout à fait normal, je pense. Si ça pouvait un peu inverser la tendance, moi ce que je souhaite c'est ça. Qu'ils connaissent un peu ça, parce que si ça nous a plu tant que ça, c'est que c'était bien quand même. Il y aura quand même du nouveau. Du nouveau, oui, les plus belles maisons, tout ça, ça fait beau. Je pense que vous êtes au courant aussi des difficultés qu'il y a eu lors des rénovations, hein, des défauts dans les maisons, des surprises plutôt désagréables, etc. Donc ils retrouvent un petit peu de bien-être, je ne sais pas comment m'expliquer. J'aimerais bien qu'ils viennent vers nous déjà, viennent vers nous et puis parler, et s'ouvrir encore. Puis que tous les gens... 7 entre eux, pas se regarder et puis dire celui-là j'en ai rien à foutre ou celui-là il est pas français. Non, on est tous égaux. Donc on doit vivre ensemble, c'est tout. Moi je regrette. C'est la vie comme je ça. regrette cette. Cette époque. Pareil. On ne l'a plus ça. On ne retrouvera jamais plus la cité Schneider comme elle était avant. Et c'est ainsi, et heureusement. Parce que tout a changé. Ce qui est mené me semble très fort, très intéressant, parce que justement, ce qu'ils font, ce qu'ils mènent aujourd'hui, c'est leur présent et leur avenir. Et ça, c'est fondamental. Que ce soit un endroit où les gens sont contents d'y vivre. Et puis qu'on conserve, si on peut, des vestiges là, hein, je ne sais pas s'il reste encore une moitié de terri ou quelque chose comme ça. Quelque chose qui rappelle que là, on a vécu la mine, on a vécu des instants tragiques, mais aussi conviviaux en même temps.